est la mise en œuvre, quels sont les processus utiles, encore une fois j'allais dire pour un peu pour les nuls que nous sommes, en tout cas je me mets dans ce paquet-là, quels sont les accompagnements nécessaires, quels sont les facteurs clés de succès. Et là j'ai un peu envie, si vous voulez bien, qu'on passe la parole donc en duo à nos concepteurs pour qu'on voit aussi comment évoluer les choses. Alors, Serena, si vous pouvez revenir, parce que vous êtes un peu des deux côtés, si je veux dire, à la fois du côté du concepteur et autres, vous, quels seraient, je dirais, les messages clés des principales vigilances que vous indiqueriez à l'issue de vos deux vagues de tests, si on peut dire? D'abord, comme il n'existe pas, de notre expérience, un exosquelette générique qui réponde à toutes les tâches possibles, il faut bien identifier la tâche, identifier, et là je rejoins les collègues qui ont parlé avant, voir s'il n'y a pas d'autres démarches du point de vue de l'ergonomie qui peuvent être utilisées, parce que l'exosquelette c'est un outil, mais il ne doit pas être utilisé comme l'outil miracle qui résout tout. Et donc peut-être identifier bien la tâche, identifier bien s'il existe un exosquelette adapté pour résoudre cette tâche, s'il est compatible, acceptable, vous les contraintes d'utilisation, les poids, la typologie des personnes, etc. Et je pense il faut vraiment écouter les utilisateurs pour se rendre compte si c'est approprié, s'il y a des modifications à faire, etc. Et en tant que roboticienne, moi j'aurais par exemple aimé beaucoup avoir un exosquelette actif, par exemple, mais en fait c'était pas la bonne solution. Et du coup, voilà, nous on s'est orienté plutôt sur un exosquelette passif à la fin, mais au final c'était ce qui était mieux aussi pour les soignants. Donc je ne sais pas si ça c'est, je pense que dans le processus, si je peux me permettre peut-être d'anticiper un peu maintenant, dans le processus dans lequel vous êtes en ce moment, je dirais Serena, puisque vous avez ou Pauline, si elle est pas trop loin, dans lequel vous êtes en train, j'allais dire un peu de tirer les enseignements de cette démarche d'un certain côté en urgence et autres. Vous en êtes où, je dirais, un peu dans à la fois dans vos arbitrages. Donc on comprend bien la nécessité de l'analyse des tâches avant. On comprend bien que d'abord c'est une extrême écoute des utilisateurs que vous essayez de développer. Juste un mot encore de ce côté-là. Ouais. Donc là, en ce moment, on fait les suivis de l'utilisation en réanimation parce qu'il faut voir quels sont. Il y a des problèmes qui émergent au jour par jour, au cas par cas, par les utilisateurs. Et du coup, on essaye de répondre aux problèmes, observer les problèmes, suivre les problèmes qui existent. Parce que je dois dire, enfin, nous, on s'est pas arrêté. Pour l'instant, on a trouvé un exosquelette qui nous va. Mais on reste à l'écoute. Si on trouve un exosquelette qui est plus adapté et qu'on avait loupé, bah, on va s'orienter, on va pas s'interdire d'expérimenter des autres. Et après, on voit qu'il y a une utilisation possible dans d'autres tâches, toujours dans les contextes hospitaliers. Et du coup, on est en train de répertorier, de faire la cartographie, un peu comme il disait, de toutes les tâches qui font les soignants, les infirmières, etc., pour identifier bien s'il y a d'autres tâches candidates dans lesquelles l'exosquelette pourrait être utilisé. Et après, on commence à réfléchir vraiment à faire un suivi de long terme parce que nous, quand on fait des tests pour quantifier l'effet bénéfique du point de vue biomécanique, physiologique d'un exosquelette, on fait typiquement des études de laboratoire avec plein de capteurs, etc., mais dans des conditions qui sont bien, même si on essaie de répliquer, c'est toujours des conditions simulées ou des conditions de laboratoire, mais qui nous disent pas par contre quels sont les effets à long terme et pas sur toute la population possible des utilisateurs dans la vie courante, etc. Et du coup, je pense qu'on a bien vu l'importance, finalement, je vous arrête là pour passer un petit peu la parole aux autres, Serena, merci à vous. L'importance, finalement, de revenir aussi, j'allais dire, au principe de réalité qui est, que vous venez de dire là, c'est-à-dire l'écoute des utilisateurs et aussi, ce qui est souligné par un certain nombre d'autres, les analyses préalables qui sont globalement nécessaires. Alors, je vais revenir à vous, si vous voulez bien,
Alors attendez, voilà, pardon. Anaïs, parce que Anaïs, finalement, vous êtes à la fois une pédagogue scientifique, si on peut dire, et quelqu'un qui est un peu justement spécifique et qui analyse justement l'interface à la fois technique et de la personne. Comment vous voyez, je dirais, ce processus, j'allais dire même presque pour répondre, vous devez voir comme moi les questions qui sont tout de suite des questions de produits et de comment, et on voit bien les messages de prudence à la fois de Serena et puis de ce qu'était aussi Lionel. Voilà, comment vous voyez les choses, Anaïs? Alors, Anaïs? Oui, vous m'entendez? Oui, oui. Parfait. Donc, effectivement, il y a des choses qui ont été bien identifiées. On sait que le secteur des soins, des soignants, c'est un secteur qui est fort touché par les TMS, en particulier les TMS lombaires. On sait que de toute façon, on ne peut pas installer un exosquelette, ou ça ne fonctionnera jamais d'installer un exosquelette sans avoir fait une étude au préalable du poste de travail, de l'ensemble des solutions qui peuvent être intégrées. L'exosquelette ne fait partie que d'une des possibles solutions. C'est pas la solution. On répète constamment que l'exosquelette, c'est pas la solution miracle à tous les problèmes du monde. Et la demande, elle doit aussi venir du terrain. Elle doit venir des soignants. On doit adapter la solution qui va être mise en place aux besoins identifiés par les soignants, à l'étude de poste qui a été menée et aux caractéristiques spécifiques de chacune des tâches ou de chacune des mobilisations de patients qui va être effectuée. Tout ça, ça va se joindre et là, on va rentrer dans une phase d'intégration, d'implémentation de l'exosquelette où on va venir étudier pour chacune des tâches comment l'exosquelette va venir s'intégrer dans le quotidien du soignant et du patient, parce qu'il ne faut pas oublier que dans le milieu du soin et de la santé, on n'est pas uniquement dans une relation entre comment un soignant et les collègues acceptent et perçoivent l'exosquelette, on a aussi toute la notion du patient, de la famille du patient. Donc, on a vraiment une relation qui est tripartite sur l'acceptabilité et l'acceptation de l'exosquelette. Donc, il faut vraiment prendre tout ça en compte si on veut que ça fonctionne. Et encore une fois, si on veut que ça fonctionne, il faut bien prendre en compte le fait qu'un exosquelette, ça ne va pas fonctionner partout et pour tout, qu'il faut avoir fait des bonnes analyses sur l'ensemble des tâches afin de trouver les bons cas d'usage et les bonnes utilisations de l'exosquelette pour que chacun puisse en tirer le meilleur parti. Merci de ces précisions. Et si je peux me permettre, on voit bien, vous êtes bien l'illustration de ce qu'est votre métier, qui est cette pédagogie justement d'interface avec les technologies. Et on voit bien aussi ce que souligne, ce qui est souligné dans le chat par un certain nombre, et notamment par Lionel aussi, et qui est l'importance des analyses préalables, de l'attention à la situation de travail concrète. Et là, d'autant plus, je dirais pour la relation soignant-soigné, qu'elle est variable, j'allais dire même avec un même soigné, d'un jour à l'autre, voire d'une heure à l'autre. Et ça, cette extrême attention-là, je dirais que moi, ce qui m'a frappé chez vous, pardon de faire, mais chez vous, Benoît, ça va être la même chose à qui on va passer la parole après, c'est que c'est l'extrême, j'allais dire, qualité d'attention que vous avez à ce que sont les expressions du terrain, parce que finalement c'est lui qui utilise. Donc merci Anaïs là-dessus. Et donc voilà, c'était quelques photos là que vous m'avez envoyées et merci à vous pour montrer effectivement ça. Et je dirais que au-delà du matos, je veux dire ce qu'on ressent là, c'est effectivement l'importance de la relation qui naît de ce côté-là. Benoît, si tu veux bien, à toi globalement là maintenant, je dirais alors, pardon, parce que tu vas avoir la double tâche à la fois de regarder les choses du côté soignant-soigné, mais pas trop, mais plutôt aussi pour les autres métiers, les métiers d'exploitation, parce que je dirais que le côté auquel c'est attaqué, si on peut dire, Anne-Sophie Picard avec les métiers de blanchisserie, donc, dont on pourrait peut-être penser qu'ils sont plus proches d'autres métiers industriels ou logistiques. Voilà, quels sont, toi, tes conseils, tes préconisations là-dessus? Benoît, c'est à toi. Oui, alors, si vous m'entendez bien, oui, c'est très intéressant tout ce qui a été dit là, justement, sur
approche d'identification du besoin, d'analyse du besoin, de sélection de solutions et d'aide à l'appropriation du matériel quand il est mis en place. Je voudrais revenir, puisqu'on est sur les expériences utilisateurs, sur ce qu'a dit Anne-Sophie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avant que nous, on arrive pour regarder la problématique qu'Anne-Sophie mentionnait, il y avait eu tout un très gros travail de fait au niveau de l'ergonomie des postes de travail. Je ne sais pas si vous avez pu voir un peu sur les photos. Il y a déjà des tapis de confort qui sont mis sous les pieds des personnes parce que c'est des personnes qui travaillent debout en permanence. Le convoyeur sur lequel on vient accrocher est un convoyeur qui se règle à la taille de la personne, hein, c'est-à-dire que, comme l'expliquait Anne-Sophie, c'est plutôt des personnes de petite taille, mais elles ajustent précisément, elles, à leur confort. Il n'en reste pas moins qu'on est sur des opérations où il faut mettre des habits qui sont de forme et de taille très différentes, hein, des vestes, des blouses, des pantalons, etc., sur des cintres. Donc, le mouvement des bras, il est toujours là. Nous, on est arrivé à ce moment-là. Et ce qui est très intéressant dans l'analyse qu'on a faite, quand on est arrivé avec un produit qu'on avait sélectionné parce qu'il vient soulager les épaules, on a constaté qu'effectivement, ce produit n'était pas adapté à la morphologie et à la taille des personnes. Ce qui nous a permis, nous, avec notre partenaire qui développe le produit, de retravailler et de développer à cet effet un produit qui part sur des personnes qui commencent autour d'1,45 m, alors que le produit était adapté plutôt pour des personnes d'au moins 1,65 m, et donc de développer un produit plus sur mesure qui devient un produit standard parce qu'il est sur les mêmes technologies. Mais cette avancée, elle a été faite justement par l'expérience utilisateur, par les remarques à la fois des personnes qui essayaient et de l'équipe d'Anne-Sophie derrière ça. C'est très important parce que ça, comme l'ont mentionné pas mal de personnes, c'est pas une machine qu'on vient mettre sur une personne, c'est aussi une machine qui doit faire en partie corps avec la personne. Donc l'ergonomie du produit doit s'adapter et donc les concepteurs doivent comprendre ce que l'utilisateur, la personne qui va le porter, et alors encore plus évidemment quand on est soignant-soigné, parce que c'est pas simplement la personne qui va le porter, c'est aussi la personne qui va être portée, manipulée, aidée par le produit. Et donc il y a tout l'aspect social. Là, c'était pas le cas puisque on travaille sur des vêtements, mais ça nous a permis de faire cette évolution. Alors évidemment, comme le disait Anne-Sophie, pour le moment, le résultat est pas, on peut pas prouver l'intérêt de l'amélioration, mais c'est plus pour des raisons très très basiques d'impossibilité pour nous de venir faire les essais en Suisse. On est prêt à y aller, quoi. Moi, j'ai tous les dispositifs sont là et il faut qu'on recadre avec Anne-Sophie une nouvelle expérience, mais ça nous concepteurs ou accompagnateurs des concepteurs, ça nous apporte énormément ce retour utilisateur qui permet de faire évoluer les produits dans leur ergonomie, dans leur fonctionnalité et dans leur adaptabilité pour que les opérateurs puissent s'approprier le produit correctement. Voilà, c'est ce que je voulais dire un petit peu sur cette importance de la relation aujourd'hui encore dans les exosquelettes entre la personne qui développe, qui conçoit, et le retour du terrain. Véritablement, on peut pas dire moi mon produit il marche quoi. Hein. Il marche dans certains contextes, dans d'autres contextes il faut le faire évoluer. Il faut accepter de faire évoluer les produits. Voilà un petit peu ce qui semble important par rapport à tout ce qui a pu être dit et qui était très pertinent également. Mais merci Benoît. Et on voit à quel point il faut j'allais dire à la fois de modestie et de ténacité pour continuer à co-concevoir les choses, parce que je crois qu'il y a un terme dans le chat qui a été beaucoup dit, qui était celui d'acceptabilité, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a tout l'ensemble des analyses et des analyses préalables qui ont permis d'adapter ou qui permettent d'adapter en permanence le produit, mais il y a aussi, et qui est finalement un raisonnement plutôt service qu'un raisonnement produit, c'est-à-dire qu'il faisait vraiment une question d'adaptation. Peut-être si Abraï, si vous êtes là, vous avec votre présentation que vous avez menée, ces questions d'acceptabilité, de recevabilité ou autre, voilà, vous, je dirais côté utilisateur,
Qu'est-ce que vous diriez sur les points importants ou du processus ou des facteurs de succès ou de travail Alors, sur oui, voilà. l'acceptabilité est un point important l'acceptabilité vient aussi grâce à un accompagnement. L'intégration, enfin l'utilisation de l'exosquelette nécessite un bon accompagnement et c'est là où on a peut-être rencontré voilà, avec le rythme le cycle de travail en réanimation. Chez nous, ils travaillent sur 12 heures, donc ça fait des très très longues journées. Et ils sont en alternance aussi jour-nuit, donc c'est vrai qu'il y a des utilisateurs qu'on a un peu perdus pendant la nuit, entre guillemets, parce qu'on ne peut pas les accompagner H24. Et ce qui en ressort au niveau le retour d'expérience des utilisateurs, il y a le regard des autres qui est très important. C'est-à-dire que c'est, oui, l'exosquelette, ça interroge le patient, les familles, ils sont assez surpris. Et après, il y a quand même, je pense que la phase d'essai, on est vraiment encore en phase d'essai. Et le soignant n'a pas encore oublié, entre guillemets, qu'il est appareillé. On est encore trop jeune dans la phase d'essai et il le sent encore. Je ne sais pas si je m'exprime bien, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore passé dans une automatisation de ses gestes avec le support de l'exosquelette et il y a toujours cette présence qui le gêne encore un peu. Voilà, je trouve. Donc il faut qu'on revoie nous aussi notre accompagnement auprès des soignants pour vraiment le soutenir et l'inciter quand même à l'utilisation parce que en réanimation il y a cette spécificité de prise en charge d'une urgence justement et en cas d'urgence, le soignant il fonce dans le box du patient qui nécessite son intervention et il va pas prendre le temps de s'équiper, même si c'est rapide et facile à réaliser. Il fonce. Il devrait pouvoir se protéger. Il va pas s'occuper de lui, mais il va s'occuper du patient à prendre en charge. Donc il y a il y a toujours cette notion un petit peu de résistance au changement, aux habitudes de travail aussi qu'on peut noter. Donc actuellement, il faut qu'on réfléchisse nous de notre côté sur son accompagnement à l'intégration qui est vraiment spécifique dans le secteur du soin. Merci Marie de ça. Effectivement, ce qu'on voit bien là, ce que vous dites là, c'est que non seulement il faut une attention, j'allais dire, l'analyse que décrivait bien Benoît du concepteur, de l'adaptateur, intégrateur, mais que même là, cette fois-ci quasiment au quotidien et dans le guidage ou dans le suivi des utilisateurs, il faut aussi encore une fois cet extrême tact. Moi, c'est ce qui me semble tous vous caractériser de ce côté-là.